Marcel Proust, un baiser. Cette pièce a été publiée dans la Nouvelle Revue Française en 1921. Bien que ce fût simplement un dimanche d'automne, je venais de renaître, l'existence était intacte devant moi, car dans la matinée, après une série de jours doux, il avait fait un brouillard froid qui ne s'était levé que vers midi. Or, un changement de temps suffit à recréer le monde et nous-mêmes. Jadis, quand le vent soufflait dans ma cheminée, j'écoutais les coups qu'il frappait contre la trappe avec autant d'émotion que si, pareil aux fameux coups d'archet par lesquels débute la 5e symphonie, ils avaient été les appels irrésistibles d'un mystérieux destin. Tout changement à vue de la nature nous offre une transformation semblable en adaptant au mode nouveau des choses nos désirs harmonisés. La brume, dès le réveil, avait fait de moi, au lieu de l'être centrifuge qu'on est par les beaux jours, un homme replié, désireux du coin du feu et du lit partagé, Adam frileux en quête d'une Ève sédentaire dans ce monde différent. Entre la couleur grise et douce d'une campagne matinale, le goût d'une tasse de chocolat, je faisais tenir toute l'originalité de la vie physique, intellectuelle et morale que j'avais apportée une année auparavant à Doncières, et qui, blasonnée de la forme oblongue d'une colline pelée, toujours présente même quand elle était invisible, formait en moi une série de plaisirs entièrement distincts de tous autres, indicibles à des amis en ce sens que les impressions richement tissées les unes dans les autres qui les orchestraient les caractérisaient bien plus pour moi et à mon insu que les faits que j'aurais pu raconter. À ce point de vue, le monde nouveau dans lequel le brouillard de ce matin m'avait plongé était un monde déjà connu de moi, ce qui ne lui donnait que plus de vérité, et oublié depuis quelque temps, ce qui lui rendait toute sa fraîcheur. Et je pus regarder quelques-uns des tableaux de brume que ma mémoire avait acquis, notamment des matins à Doncières, soit le premier jour au quartier, soit une autre fois dans un château voisin où Saint-Loup m'avait emmené passer 24 heures. De la fenêtre dont j'avais soulevé les rideaux à l'aube, avant de me recoucher, dans le premier tableau, un cavalier, dans le second, un cocher en train d'astiquer une courroie sur une mince lisière d'étang ou de bois, dont tout le reste était englouti dans la douceur uniforme et liquide de la brume, m'étaient apparus comme ces rares personnages à peine distincts pour l'œil obligé de se faire aux vagues mystérieux des pénombres et qui émergent d'une fresque effacée. C'est de mon lit que je regardais aujourd'hui ces souvenirs, car je m'étais recouché pour attendre le moment où, profitant de l'absence de mes parents, partis pour quelques jours à Combray, je comptais ce soir même aller entendre une petite pièce qu'on jouait chez madame de Villeparisis. Eux revenus, je n'aurais peut-être pas osé le faire. Ma mère, dans les scrupules de son respect pour le souvenir de ma grand-mère, voulait que les marques de regret qui lui étaient données le fussent librement, sincèrement. Elle ne m'aurait pas défendu cette sortie, elle l'eût désapprouvée. De Combray, au contraire, consultée, elle ne m'eût pas répondu par un triste « Fais ce que tu veux, tu es assez grand pour savoir ce que tu dois faire », mais se reprochant de m'avoir laissé seule à Paris et jugeant mon chagrin d'après le sien, elle eût souhaité pour lui des distractions qu'elle se fût refusée à elle-même, et qu'elle se persuadait que ma grand-mère, soucieuse avant tout de ma santé et de mon équilibre nerveux, m'eût conseillé. Depuis le matin, on avait allumé le nouveau calorifère à eau. Son bruit désagréable, qui poussait de temps à autre une sorte de hoquet, n'avait aucun rapport avec mes souvenirs de Doncières. Mais sa rencontre prolongée avec eux, en moi, cet après-midi,
allait lui faire contracter à leur égard une affinité telle que chaque fois que, déshabitué de lui, j'entendrais de nouveau le chauffage central, il me les rappellerait. Il n'y avait à la maison que Françoise. Le jour gris tombant comme une pluie fine, tissait sans arrêt de transparents filets dans lesquels les promeneurs dominicaux semblaient s'argenter. Malgré l'absence du soleil, l'intensité du jour m'indiquait que nous n'étions encore qu'au milieu de l'après-midi. Les rideaux de tulle de la fenêtre, vaporeux et friables, comme ils n'auraient pas été par un beau temps, avaient ce même mélange de douceur et de cassant qu'ont les ailes des libellules et les vers de Venise. Il me pesait d'autant plus d'être seul ce dimanche-là que j'avais fait porter le matin une lettre à mademoiselle de Stermaria. Robert de Saint-Loup, que sa mère avait réussi à faire rompre après de douloureuses tentatives avortées avec sa maîtresse, et qui, depuis ce moment, avait été envoyé au Maroc pour oublier celle qu'il n'aimait déjà plus depuis quelque temps, m'avait écrit un mot, reçu la veille, où il m'annonçait sa prochaine arrivée en France pour un congé très court. Comme il ne ferait que toucher barre à Paris, où sa famille craignait sans doute de le voir renouer avec Rachel, il m'avertissait pour me montrer qu'il avait pensé à moi, qu'il avait rencontré à Tanger madame ou plutôt mademoiselle de Stermaria, car elle avait divorcé après 3 mois de mariage. Et Robert, se souvenant de ce que je lui avais dit à Balbec, avait demandé de ma part un rendez-vous à la jeune femme. Elle dînerait très volontiers avec moi, lui avait-elle répondu, l'un des jours que, avant de regagner la Bretagne, elle passerait à Paris. Il me disait de me hâter d'écrire à mademoiselle de Stermaria, car elle était certainement arrivée. La lettre de Saint-Loup ne m'avait pas étonnée, bien que je n'eusse pas reçu de nouvelles de lui, depuis qu'au moment de la maladie de ma grand-mère, il m'avait accusé de perfidie et de trahison. J'avais très bien compris alors ce qui s'était passé. Rachel, qui aimait à exciter sa jalousie, elle avait des raisons accessoires aussi de m'en vouloir, avait persuadé à son amant que j'avais fait des tentatives sournoises pour avoir, pendant l'absence de Robert, des relations avec elle. Il est probable qu'il continuait à croire que c'était vrai, mais il avait cessé d'être épris d'elle, de sorte que, vrai ou non, cela lui était devenu parfaitement égal, et que notre amitié seule subsistait. Quand une fois que je l'eus revu, je voulus essayer de lui parler de ses reproches, il eut seulement un bon et tendre sourire par lequel il avait l'air de s'excuser, puis il changea de conversation. Ce n'est pas qu'il ne dut, un peu plus tard, quand il fut à Paris, revoir quelquefois Rachel. Les créatures qui ont joué un grand rôle dans notre vie, il est rare qu'elles en sortent tout d'un coup d'une façon définitive. Elles reviennent s'y poser par moments, au point que certains croient à un recommencement d'amour, avant de la quitter à jamais. La rupture de Saint-Loup avec Rachel lui était très vite devenue moins douloureuse, grâce au plaisir apaisant que lui apportaient les incessantes demandes d'argent de son ami. La jalousie, qui prolonge l'amour, ne peut pas contenir beaucoup plus de choses que les autres formes de l'imagination. Si l'on emporte, quand on part en voyage, 3 ou 4 images, qui du reste se perdront en route, les lys et les anémones du Ponte Vecchio, l'église persane dans les brumes, etc., la malle est déjà bien pleine. Quand on quitte une maîtresse, on voudrait bien, jusqu'à ce que l'on ait un peu oublié, qu'elle ne devint pas la possession de 3 ou 4 entreteneurs possibles, et qu'on se figure, c'est-à-dire dont on est jaloux. Tous ceux qu'on ne se figure pas ne sont rien.
Or, les demandes d'argent fréquentes d'une maîtresse quittée ne vous donnent pas plus une idée complète de sa vie que des feuilles de température élevée ne donneraient de sa maladie. Mais les secondes seraient tout de même un signe qu'elle est malade. Et les premières fournissent une présomption assez vague, il est vrai, que la délaissée ou délaisseuse n'a pas dû trouver grand-chose comme riche protecteur. Aussi, chaque demande est-elle accueillie avec la joie que produit une accalmie dans la souffrance du jaloux, et suivie immédiatement d'envoi d'argent, car on veut qu'elle ne manque de rien, sauf d'amant, d'un des 3 amants qu'on se figure, le temps de se rétablir un peu soi-même et de pouvoir apprendre sans faiblesse le nom du successeur. Quelquefois, Rachel revint assez tard dans la soirée pour demander à son ancien amant la permission de dormir à côté de lui jusqu'au matin. C'était une grande douceur pour Robert, car il se rendait compte combien ils avaient tout de même vécu intimement ensemble, rien qu'à voir que, même s'il prenait à lui seul une grande moitié du lit, il ne la dérangeait en rien pour dormir. Il comprenait qu'elle était près de son corps plus commodément qu'elle n'eût été ailleurs, qu'elle se retrouvait à son côté, fût-ce à l'hôtel, comme dans une chambre anciennement connue où l'on a ses habitudes, où on dort mieux. Il sentait que ses épaules, ses jambes, tout lui était pour elle, même quand il remuait trop par insomnie ou travail à faire, de ces choses si parfaitement usuelles qu'elles ne peuvent gêner et que leur perception ajoute encore à la sensation du repos. Pour revenir en arrière, j'avais été d'autant plus troublée par la lettre de Robert que je lisais entre les lignes ce qu'il n'avait pas osé écrire plus explicitement. « Tu peux très bien l'inviter en cabinet particulier, me disait-il. C'est une jeune personne charmante d'un délicieux caractère. Vous vous entendrez parfaitement et je suis certain d'avance que tu passeras une très bonne soirée. » Comme mes parents rentraient à la fin de la semaine, samedi ou dimanche, et qu'après je serais forcée de dîner tous les soirs à la maison, j'avais aussitôt écrit à mademoiselle de Stermaria pour lui proposer le jour qu'elle voudrait, jusqu'à vendredi. On avait répondu que j'aurais une lettre vers 8 heures ce soir même. Je l'aurais atteint assez vite si j'avais eu pendant l'après-midi qui me séparait de lui le secours d'une visite. Quand les heures s'enveloppent de causeries, on ne peut plus les mesurer, même les voir. Elles s'évanouissent et tout d'un coup, c'est bien loin du point où il vous avait échappé que reparaît devant votre attention le temps agile et escamoté. Mais si nous sommes seuls, en préoccupation, en ramenant devant nous le moment encore éloigné, sans cesse attendu, avec la fréquence et l'uniformité d'un tic-tac, divise ou plutôt multiplie les heures par toutes les minutes qu'entre amis nous n'aurions pas comptées. Et confronté par le retour incessant de mon désir à l'ardent plaisir que je goûterai dans quelques jours seulement, hélas avec mademoiselle de Stermaria, cet après-midi que j'allais achever seul me paraissait bien vide et bien mélancolique. Par moments, j'entendais le bruit de l'ascenseur qui montait. Il était suivi d'un second bruit, non celui que j'espérais, l'arrêt à mon étage, mais d'un autre fort différent, que l'ascenseur faisait pour continuer sa route élancée vers les étages supérieurs, et qui, parce qu'il signifia si souvent la désertion du mien quand j'attendais une visite, est resté pour moi plus tard, et même quand je n'en désirais plus aucune, un bruit par lui-même douloureux, ou résonnait comme une sentence d'abandon. Las, résigné, occupé pour plusieurs heures encore à sa tâche immémoriale, la grise journée filait sa passementerie de nacre, et je m'attristais de penser que j'allais rester seul en tête-à-tête avec elle, qui ne me connaissait pas plus qu'une ouvrière qui, installée près de la fenêtre pour voir plus clair en faisant sa besogne,
ne s'occupe nullement de la personne présente dans la chambre. Tout d'un coup, sans que j'eusse entendu sonner, Françoise vint ouvrir la porte, introduisant Albertine qui entra souriante, silencieuse, replète, contenant dans la plénitude de son corps préparé pour que je continuasse à les vivre, venue vers moi, les jours passés dans ce Balbec où je n'étais jamais retournée. Sans doute, chaque fois que nous revoyons une personne avec qui nos rapports, si insignifiants soient-ils, se trouvent changés, c'est comme une confrontation de deux époques. Il n'y a pas besoin pour cela qu'une ancienne maîtresse vienne nous voir en amie. Il suffit de la visite à Paris de quelqu'un que nous avons connu dans l'au jour le jour de la vie et que cette vie ait cessé, fût-ce depuis une semaine seulement. Sur chaque trait rieur, interrogatif et gêné du visage d'Albertine, je pouvais épeler ces questions. Et madame de Villeparisis, et le maître de danse, et le pâtissier. Quand elle s'assit, son dos eut l'air de dire « Dame, il n'y a pas de falaise ici. Vous permettez que je m'assieds tout de même près de vous, comme j'aurais fait à Balbec ?» Elle semblait une magicienne présentant un miroir du temps. En tout cela, elle était pareille à tous ceux que nous revoyons rarement, mais qui jadis vécurent plus intimement avec nous. Mais avec Albertine, il y avait plus que cela. Certes, même à Balbec, dans nos rencontres presque quotidiennes, j'étais toujours surpris en l'apercevant tant elle était journalière. Mais maintenant, on avait peine à la reconnaître. Dégagée de la vapeur rose qui les baignait, ses traits avaient sailli comme une statue. Elle avait un autre visage, ou plutôt, elle avait enfin un visage. Son corps avait grandi. Il ne restait presque plus rien de la gaine où elle avait été enveloppée, et sur la surface de laquelle, à Balbec, sa forme future se dessinait à peine. Albertine, cette fois, rentrait à Paris plus tôt que de coutume. D'ordinaire, elle n'y arrivait qu'au printemps, de sorte que, déjà troublée depuis quelques semaines par les orages sur les premières fleurs, je ne séparais pas, dans le plaisir que j'avais, le retour d'Albertine et celui de la belle saison. Il suffisait qu'on me dise qu'elle était à Paris et qu'elle était passée chez moi pour que je la revisse comme une rose au bord de la mer. Je ne sais trop si c'était le désir de Balbec ou d'elle qui s'emparait de moi alors, peut-être le désir d'elle étant lui-même une forme paresseuse, lâche et incomplète, de posséder Balbec, comme si posséder matériellement une chose, faire sa résidence d'une ville, équivalait à la posséder spirituellement. Et d'ailleurs, même matériellement, quand elle était non plus balancée par mon imagination devant l'horizon marin, mais immobile auprès de moi, elle me semblait souvent une bien pauvre rose, devant laquelle j'aurais bien voulu fermer les yeux pour ne pas voir tel défaut des pétales et pour croire que je respirais sur la plage. Je peux le dire ici, bien que je ne susse pas alors ce qui ne devait arriver que dans la suite. Certes, il est plus raisonnable de sacrifier sa vie aux femmes qu'aux timbres-poste, aux vieilles tabatières, même aux tableaux et aux statues. Seulement, l'exemple des autres collections devrait nous avertir de changer, de n'avoir pas une seule femme, mais beaucoup. Ces mélanges charmants qu'une jeune fille fait avec une plage, avec la chevelure tressée d'une statue d'église, avec une estampe, avec tout ce à cause de quoi on aime en l'une d'elles, chaque fois qu'elle entre, un tableau charmant, ces mélanges ne sont pas très stables. Vivez tout à fait avec la femme, et vous ne verrez plus rien de ce qui vous l'a fait aimer. Certes, les deux éléments désunis, la jalousie peut à nouveau les rejoindre. Si après un long temps de vie commune,
je devais finir par ne plus voir en Albertine qu'une femme ordinaire, quelque intrigue d'elle avec un être qu'elle eût aimé à Balbec eût peut-être suffi pour réincorporer en elle et amalgamer la plage et le déferlement du flot. Seulement ces mélanges secondaires ne ravissent plus nos yeux. C'est à notre cœur qu'ils sont sensibles et funestes. On ne peut, sous une forme si dangereuse, trouver souhaitable le renouvellement du miracle. Mais j'anticipe les années. Et je dois seulement ici regretter de n'être pas resté assez sage pour avoir eu simplement ma collection de femmes, comme on a des lorgnettes anciennes, jamais assez nombreuses derrière une vitrine, où toujours une place vide attend une lorgnette nouvelle et plus rare. Contrairement à l'ordre habituel de ces villégiatures cette année, Albertine venait directement de Balbec, et encore y était-elle restée bien moins tard que d'habitude. Il y avait longtemps que je ne l'avais vue. Et comme je ne connaissais pas, même de nom, les personnes qu'elle fréquentait à Paris, je ne savais rien d'elle pendant les périodes où elle restait sans venir me voir. Celle-ci était souvent assez longue. Puis un beau jour, surgissait brusquement Albertine, dont les roses apparitions et les silencieuses visites me renseignaient assez peu sur ce qu'elle avait pu faire dans leur intervalle, et qui restait plongée dans cette obscurité de sa vie que mes yeux ne se souciaient guère de percer. Cette fois-ci pourtant, certains signes semblaient indiquer que des choses nouvelles avaient dû se passer dans cette vie. Mais il fallait peut-être tout simplement induire d'eux qu'on change très vite à l'âge qu'avait Albertine. Par exemple, son intelligence se montrait mieux. Et quand je lui reparlai du jour où elle avait mis tant d'ardeur à imposer son idée de faire écrire par Sophocle « Mon cher Racine », elle fut la première à rire de bon cœur. « C'est André qui avait raison, j'étais stupide, dit-elle. Il fallait que Sophocle écrive « Monsieur ». Je lui répondis que le monsieur et le cher monsieur d'André n'étaient pas moins comiques que son mon cher Racine à elle, et le mon cher ami de Gisèle, mais qu'il n'y avait au fond de stupides que des professeurs, faisant encore adresser par Sophocle une lettre à Racine. Là, Albertine ne me suivit plus. Elle ne voyait pas ce que cela avait de bête. Son intelligence s'entr'ouvrait, mais n'était pas développée. Il y avait des nouveautés plus attirantes en elle. Je sentais, dans la même jolie fille qui venait de s'asseoir près de mon lit, quelque chose de différent. Et dans ces lignes qui, parmi le regard et les traits du visage, expriment la volonté habituelle, un changement de front, une demi-conversion, comme si avaient été détruites ces résistances contre lesquelles je m'étais brisé à Balbec, un soir déjà lointain où nous formions un couple symétrique, mais inverse de celui de l'après-midi actuel, puisqu'alors c'était elle qui était couchée et moi à côté de son lit. Voulant et n'osant m'assurer si maintenant elle se laisserait embrasser, chaque fois qu'elle se levait pour partir, je lui demandais de rester encore. Ce n'était pas très facile à obtenir, car bien qu'elle n'eût rien à faire, sans cela elle eût bondi au dehors, elle était une personne exacte et d'ailleurs peu aimable avec moi, ne semblant guère se plaire dans ma compagnie. Pourtant, chaque fois, après avoir regardé sa montre, elle se rasseyait à ma prière, de sorte qu'elle avait passé plusieurs heures avec moi, et sans que je lui eusse rien demandé. Les phrases que je lui disais se rattachaient à celles que je lui avais dites pendant les heures précédentes, et ne rejoignaient en rien ce à quoi je pensais, ce que je désirais, lui restait indéfiniment parallèle. Il n'y a rien comme le désir pour empêcher les choses qu'on dit d'avoir aucune ressemblance avec ce qu'on a dans la pensée. Le temps presse et pourtant il semble qu'on veuille gagner du temps,
en parlant de sujets absolument étrangers à celui qui nous préoccupe. On cause, alors que la phrase qu'on voudrait prononcer serait déjà accompagnée d'un geste, à supposer même que pour se donner le plaisir de l'immédiat et assouvir la curiosité qu'on éprouve à l'égard des réactions qu'il amènera, sans mot dire, sans demander aucune permission, on ne faisait pas silencieusement ce geste. Certes, je n'aimais nullement Albertine. Fille de la brume du dehors, elle pouvait seulement contenter le désir imaginatif que le temps nouveau avait éveillé en moi, et qui était intermédiaire entre les désirs que peuvent satisfaire d'une part les arts de la cuisine et ceux de la sculpture monumentale, car il me faisait rêver à la fois de mêler à ma chair une matière différente et chaude, et d'attacher par quelques points à mon corps étendu un corps divergent, comme le corps d'Ève tenait à peine par les pieds à la hanche d'Adam, au corps duquel elle est presque perpendiculaire dans ces bas-reliefs romans de la cathédrale de Balbec, qui figurent d'une façon si noble et si paisible, presque encore comme une frise antique, la création de la femme. Dieu y est partout suivi, comme par deux ministres, de deux petits anges, dans lesquels on reconnaît, telles ces créatures ailées et tourbillonnantes de l'été que l'hiver a surprises et épargnées, des amours d'Herculanum encore en vie en plein XIIIe siècle et traînant leur dernier vol là, mais ne manquant pas à la grâce qu'on peut attendre d'eux sur toute la façade du porche. Or ce plaisir qui, en accomplissant mon désir, m'eût délivré de cette rêverie, et que j'eusse tout aussi volontiers cherché en n'importe quelle autre jolie femme, si on me l'avait demandé sur quoi, au cours de ce bavardage interminable où je taisais à Albertine la seule chose à laquelle je pensasse, sur quoi se basait mon hypothèse optimiste au sujet des complaisances possibles de la jeune fille, j'aurais peut-être répondu que cette hypothèse était due, tandis que des traits oubliés de la voix d'Albertine redessinaient pour moi le contour de sa personnalité, à l'apparition de certains mots qui ne faisaient pas partie de son vocabulaire, au moins dans l'acception qu'elle leur donnait maintenant. Comme elle me disait qu'Elstir était bête et que je me récriais, « Vous ne me comprenez pas, répliqua-t-elle en souriant, je veux dire qu'il a été bête en cette circonstance, mais je sais parfaitement que c'est quelqu'un de tout à fait distingué. » De même, pour dire du golfe de Fontainebleau qu'il était élégant, elle déclara « C'est tout à fait une sélection. » À propos d'un duel que j'avais eu, elle me dit de mes témoins « Ce sont des témoins de choix. » Et regardant ma figure, avoua qu'elle aimerait me voir porter la moustache. Elle alla même, et mes chances me parurent alors très grandes, jusqu'à prononcer, terme que je l'eusse juré elle ignorait l'année précédente, que depuis qu'elle avait vu Gisèle, il s'était passé un certain laps de temps. Ce n'est pas qu'Albertine ne possédât déjà, quand j'étais à Balbec, un lot très sortable, de ces expressions qui décèlent immédiatement qu'on est issu d'une famille aisée, et que d'année en année une mère abandonne à sa fille, comme elle lui donne au fur et à mesure qu'elle grandit, dans les circonstances importantes, ses propres bijoux. On avait senti qu'Albertine avait cessé d'être une petite enfant, quand un jour, pour remercier d'un cadeau qu'une étrangère lui avait fait, elle avait répondu « Je suis confuse ». Madame Bontemps n'avait pu s'empêcher de regarder son mari qui avait répondu « Dame, elle va sur ses 14 ans ». La nubilité plus accentuée s'était marquée quand Albertine, parlant d'une jeune fille qui avait mauvaise façon, avait dit « On ne peut même pas distinguer si elle est jolie, elle a un pied de rouge sur la figure ». Enfin, quoique jeune fille encore, elle prenait déjà des façons de femme de son milieu et de son rang, en disant, si quelqu'un faisait des grimaces, « Je ne peux pas le voir parce que j'ai envie d'en faire aussi », ou si on s'amusait à des imitations,
Le plus drôle quand vous la contrefaites, c'est vous qui lui ressemblez. Tout cela est tiré du trésor social. Mais justement, le milieu d'Albertine ne me paraissait pas pouvoir lui fournir distingué, dans le sens où mon père disait de tels de ses collègues qu'il ne connaissait pas encore et dont on lui vantait la grande intelligence, il paraît que c'est quelqu'un de tout à fait distingué. Sélection, même pour le golf, me parut aussi incompatible avec la famille Simonet qu'il le serait, accompagné de l'adjectif naturel, avec un texte antérieur de plusieurs siècles, aux travaux de Danvin. Laps de temps me sembla de meilleur augure encore. Cela m'a paru l'évidence de bouleversements que je ne connaissais pas, mais propres à autoriser pour moi toutes les espérances, quand Albertine me dit, avec la satisfaction d'une personne dont l'opinion n'est pas indifférente, « C'est à mon sens ce qui pouvait arriver de mieux. J'estime que c'est là la meilleure solution, la solution la plus élégante. » C'était si nouveau, si visiblement une allusion laissant soupçonner de si capricieux détours à travers des terrains jadis inconnus d'elle, que dès les mots « à mon sens », j'attirai Albertine et à « j'estime », je l'assis sur mon lit. Sans doute il arrive que des femmes peu cultivées, épousant un homme fort lettré, reçoivent dans leur rapport dotal de telles expressions. Et peu après la métamorphose qui suit la nuit de noces, quand elles font leur visite et sont réservées avec leurs anciennes amies, on remarque avec étonnement qu'elles sont devenues femmes, si en décrétant qu'une personne est intelligente, elles mettent deux L à intelligente, mais cela est justement le signe d'un changement, et il me semblait qu'entre le vocabulaire de l'Albertine que j'avais connue, celui où les plus grandes hardiesses étaient de dire d'une personne bizarre « c'est un type », ou si on proposait à Albertine de jouer à des jeux d'argent « je n'ai pas d'argent à perdre », ou encore si telle de ses amies lui faisait un reproche qu'elle ne trouvait pas justifié « ah vraiment, je te trouve magnifique », phrase dictée dans ces cas-là par une sorte de tradition bourgeoise, presque aussi ancienne que le Magnificat lui-même, et qu'une jeune fille un peu en colère et sûre de son droit emploie ce que l'on appelle tout naturellement, c'est-à-dire parce qu'elle l'a appris de sa mère, comme à faire sa prière ou à saluer. Albertine les avait apprises de sa tante, en même temps que la haine des Juifs et l'estime pour le noir, où on est toujours convenable et comme il faut. Même sans que Madame Bontemps le lui eût formellement enseigné, mais comme ce modèle au gazouillement des parents les chardonnerait, celui des petits chardonnerets récemment nés, de sorte qu'ils deviennent de vrais chardonnerets eux-mêmes. Malgré tout, sélection me parut allogène et j'estime encourageant. Albertine n'était plus la même, donc elle n'agirait peut-être pas, ne réagirait pas de même. Marcel Proust, un baiser. Suite et fin. Non seulement je n'avais plus d'amour pour elle, mais je n'avais même plus à craindre, comme j'aurais pu à Balbec, de briser en elle une amitié pour moi qui n'existait plus. Il n'y avait aucun doute que je lui fusse depuis longtemps devenu fort indifférent. Je me rendais compte que pour elle je ne faisais plus du tout partie de la petite bande à laquelle j'avais autrefois tant cherché, et j'avais ensuite été si heureux de réussir à être agrégé. Puis, comme elle n'avait même plus, comme à Balbec, un air de franchise et de bonté, je n'éprouvais pas de grands scrupules. Pourtant, je crois que ce qui me décida fut une dernière découverte philologique, comme continuant à ajouter un nouvel anneau à la chaîne extérieure de propos sous laquelle je cachais mon désir intime, je parlais, tout en ayant maintenant Albertine au coin de mon lit, d'une des filles de la petite bande, plus menue que les autres, mais que je trouvais tout de même assez jolie.
Oui, me répondit Albertine, elle a l'air d'une petite moussemée. De toute évidence, quand j'avais connu Albertine, le mot de moussemée lui était inconnu. Il est vraisemblable que si les choses eussent suivi leur cours normal, elle ne l'eût jamais appris, et je n'y aurais vu pour ma part aucun inconvénient, car nul n'est plus horripilant à entendre, on se sent le même mal de dents que si on a mis un trop gros morceau de glace dans sa bouche. Mais chez Albertine, jolie comme elle était, même le mot moussemée ne pouvait m'être déplaisant. En revanche, il me parut révélateur, sinon d'une initiation extérieure, au moins d'une évolution interne. Malheureusement, il était l'heure où il eût fallu que je lui dise au revoir, si je voulais qu'elle rentrât à temps pour son dîner, et aussi que je me levasse assez tôt pour le mien. C'était Françoise qui le préparait. Elle n'aimait pas qu'il attendît, et devait déjà trouver contraire à un des articles de son code qu'Albertine, en l'absence de mes parents, m'eût fait une visite aussi prolongée, et qui allait tout mettre en retard. Mais devant Moussemée, ces raisons tombèrent, et je me hâtai de dire « Imaginez-vous que je ne suis pas chatouilleux du tout. Vous pourriez me chatouiller pendant 1 heure que je ne le sentirais même pas. Vraiment, je vous assure. » Elle comprit sans doute que c'était l'expression maladroite d'un désir, car comme quelqu'un qui vous offre une recommandation que vous n'osiez pas solliciter, mais dont vos paroles lui ont prouvé qu'elle pouvait vous être utile, « Voulez-vous que j'essaie ?» dit-elle avec l'humilité de la femme. « Si vous voulez, mais alors ce serait plus commode que vous vous étendiez tout à fait sur mon lit. »« Comme cela ? Non, enfoncez-vous. » « Mais je ne suis pas trop lourde. » Comme elle finissait cette phrase, la porte s'ouvrit et Françoise, portant une lampe, entra. Albertine n'eut que le temps de se rasseoir sur la chaise. Peut-être Françoise avait-elle choisi cet instant pour nous confondre, étant à écouter à la porte, ou même à regarder par le trou de la serrure. Mais je n'avais pas besoin de faire une telle supposition. Elle avait pu dédaigner de s'assurer par les yeux de ce que son instinct avait dû suffisamment flairer, car à force de vivre avec moi et mes parents, la crainte, la prudence, l'attention et la ruse avaient fini par lui donner de nous cette sorte de connaissance instinctive et presque divinatoire qu'a de la mer le matelot, du chasseur le gibier, et de la maladie, sinon le médecin, du moins souvent le malade. Tout ce qu'elle arrivait à savoir aurait pu stupéfier à aussi bon droit que l'état avancé de certaines connaissances chez les anciens, vu les moyens presque nuls d'information qu'ils possédaient. Les siens n'étaient pas plus nombreux. C'étaient quelques propos, formant à peine le 20e de notre conversation à dîner, recueillis à la volée par le maître d'hôtel et inexactement transmis à l'office. Encore ces erreurs tenaient-elles plutôt, comme les fables auxquelles Platon croyait encore, à une fausse conception du monde et à des idées préconçues qu'à l'insuffisance des ressources matérielles. C'est ainsi que de nos jours encore, les plus grandes découvertes dans les mœurs des insectes ont pu être faites par un savant qui ne disposait d'aucun laboratoire et de nul appareil. Mais si les gènes qui résultaient de sa position de domestique ne l'avaient pas empêché d'acquérir une science indispensable à l'art qui en était le terme, et qui consistait à nous confondre en communiquant les résultats, la contrainte avait fait plus. Là, l'entrave ne s'était pas contentée de paralyser l'essor, elle y avait puissamment aidé. Sans doute, Françoise ne négligeait aucun adjuvant, celui de la diction et de l'attitude, par exemple. Comme, si en revanche elle ne croyait jamais ce que nous lui disions et que nous souhaitions qu'elle crût, elle admettait sans l'ombre d'un doute ce que toute personne de sa condition lui racontait de plus absurde et qui pouvait en même temps choquer nos idées. Autant sa manière d'écouter nos assertions témoignait de son incrédulité,
Autant l'accent avec lequel elle rapportait le récit d'une cuisinière qui lui avait raconté qu'elle avait menacé ses maîtres et en avait obtenu, en les traitant devant tout le monde de fumier, 1000 faveurs, montrait que c'était pour elle parole d'évangile. Nous avions beau, malgré notre peu de sympathie originelle pour la dame du 4e, hausser les épaules comme à une fable invraisemblable, à ce récit d'un si mauvais exemple, en le faisant, la narratrice savait prendre le cassant, le tranchant de la plus indiscutable et plus exaspérante affirmation. Mais surtout, comme les écrivains arrivent souvent à une puissance de concentration dont les eût dispensés le régime de la liberté politique ou de l'anarchie littéraire, quand ils sont ligotés par la tyrannie d'un monarque ou d'une poétique, par les sévérités des règles prosodiques ou d'une religion d'État. Ainsi, Françoise, ne pouvant nous répondre d'une façon explicite, parlait comme Tirésias et eût écrit comme Tacite. Elle savait faire tenir tout ce qu'elle ne pouvait exprimer directement dans une phrase, que nous ne pouvions incriminer sans nous accuser, dans moins qu'une phrase même, dans un silence, dans la manière dont elle plaçait un objet. Ainsi, quand il m'arrivait de laisser par mégarde sur ma table, au milieu d'autres lettres, une certaine qu'il n'eût pas fallu qu'elle vît, par exemple parce qu'il y était parlé d'elle avec une malveillance qui en supposait une aussi grande à son égard chez le destinataire que chez l'expéditeur. Le soir, si je rentrais inquiet et allais droit à ma chambre, sur mes lettres rangées bien en ordre en une pile parfaite, le document compromettant frappait tout d'abord mes yeux, comme il n'avait pas pu ne pas frapper ceux de Françoise, placés par elle tout en dessus, presque à part, en une évidence qui était un langage, avait son éloquence et dès la porte me faisait tressaillir comme un cri. Elle excellait à régler ces mises en scène destinées à instruire si bien le spectateur, Françoise absente, qu'il savait déjà qu'elle savait tout, quand ensuite elle faisait son entrée. Elle avait, pour faire parler ainsi un objet inanimé, l'art à la fois génial et patient d'Irving et de Frédéric Lemaître. En ce moment, tenant au-dessus d'Albertine et de moi la lampe allumée qui ne laissait dans l'ombre aucune des dépressions encore visibles que le corps de la jeune fille avait creusées dans le couvre-pied, Françoise avait l'air de la justice éclairant le crime. La figure d'Albertine ne perdait pas à cet éclairage. Il découvrait sur les joues le même vernis ensoleillé qui m'avait charmé à Balbec. Ce visage d'Albertine, dont l'ensemble avait quelquefois dehors une espèce de pâleur blême, montrait au contraire, au fur et à mesure que la lampe les éclairait, des surfaces si brillamment, si uniformément colorées, si résistantes et si lisses, qu'on aurait pu les comparer aux carnations soutenues de certaines fleurs. Surpris pourtant par l'entrée inattendue de Françoise, je m'écriai « Comment, déjà la lampe ? Mon Dieu, que cette lumière est vive !» Mon but était sans doute, par la seconde de ces phrases, de dissimuler mon trouble, et par la première d'excuser mon retard. Françoise répondit avec une ambiguïté cruelle. « Faut-il que j'éteigne » ? « Teigne » glissa à mon oreille Albertine, me laissant charmer par la vivacité familière avec laquelle, me prenant à la fois pour maître et pour complice, elle insinua cette affirmation psychologique dans le ton interrogatif d'une question grammaticale. Quand Françoise fut sortie de la chambre et Albertine rassise sur mon lit, « Savez-vous ce dont j'ai peur, lui dis-je, c'est que si nous continuons comme cela, je ne puisse pas m'empêcher de vous embrasser. » Ce serait un beau malheur. Je n'obéis pas tout de suite à cette invitation. Un autre l'eût même pu trouver superflu, car Albertine avait une prononciation si charnelle et si douce que rien qu'en vous parlant, elle semblait vous embrasser. Une parole d'elle était une faveur, et sa conversation vous couvrait de baisers.
Et pourtant, elle m'était bien agréable, cette invitation. Elle me l'eût été même d'une autre jolie fille du même âge. Mais qu'Albertine me fût maintenant si facile, cela me causait plus que du plaisir. Une confrontation d'images empreintes de beauté. Je me rappelais Albertine d'abord devant la plage, presque peinte sur le fond de la mer, n'ayant pas pour moi une existence plus réelle que ces visions de théâtre où on ne sait pas si on a affaire à l'actrice qui est censée apparaître, à une figurante qui la double à ce moment-là, ou à une simple projection. Puis la femme vraie s'était détachée du faisceau lumineux, elle était venue à moi, mais simplement pour que je pusse m'apercevoir qu'elle n'avait nullement dans le monde réel cette facilité amoureuse qu'on lui supposait dans le tableau magique. J'avais appris qu'il n'était pas possible de la toucher, de l'embrasser, qu'on pouvait seulement causer avec elle, que pour moi elle n'était pas une femme plus que des raisins de jade, décoration incomestible des tables d'autrefois ne sont des raisins. Et voici que dans un troisième plan, elle m'apparaissait, réelle comme dans la seconde connaissance que j'avais eue d'elle, mais facile comme dans la première. Facile et d'autant plus délicieusement que j'avais cru longtemps qu'elle ne l'était pas. Mon surplus de science sur la vie moins unie, moins simple que je ne l'avais cru d'abord, aboutissait provisoirement à l'agnosticisme. Que peut-on affirmer, puisque ce qu'on avait cru probable d'abord s'est montré faux ensuite et se trouve, en troisième lieu, être vrai. Et hélas, je n'étais pas au bout de mes découvertes avec Albertine. En tout cas, même s'il n'y avait pas eu l'attrait romanesque de cet enseignement d'une plus grande richesse de plans découverts l'un après l'autre par la vie, cet attrait inverse de celui que Saint-Loup trouvait à Balbec à retrouver parmi les masques que l'existence avait superposés dans une calme figure des traits qu'il avait jadis tenus sous ses lèvres, savoir qu'embrasser les joues d'Albertine était une chose possible, c'était un plaisir peut-être plus grand encore que celui de les embrasser. Quelle différence entre posséder une femme sur laquelle notre corps seul s'applique parce qu'elle n'est qu'un morceau de chair, ou posséder la jeune fille qu'on apercevait sur la plage avec ses amis certains jours, sans même savoir pourquoi ces jours-là plutôt que tel autre, ce qui faisait qu'on tremblait de ne pas la revoir. La vie vous avait complaisamment révélé tout au long le roman de cette petite fille, vous avez prêté pour la voir un instrument d'optique, puis un autre, et ajouté au désir charnel un accompagnement qui le centuple et le diversifie de ces désirs plus spirituels et moins assouvissables qui ne sortent pas de leur torpeur et le laissent aller seul quand il ne prétend qu'à la saisie d'un morceau de chair, mais qui, pour la possession de toute une région de souvenirs d'où il se sentait nostalgiquement exilé, s'élèvent en tempête à côté de lui, le grossissent, ne peuvent le suivre jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'assimilation, impossible sous la forme où elle est souhaitée, d'une réalité immatérielle, mais attendent ce désir à mi-chemin et au moment du souvenir, du retour, lui font à nouveau escorte. Baiser au milieu des joues de la première venue, si fraîche soit-elle mais anonyme, sans secret, sans prestige, celle auquel j'avais si longtemps rêvé, serait connaître le goût, la saveur d'une couleur bien souvent regardée. On a vu une femme, simple image dans le décor de la vie, comme Albertine, profilée sur la mer, et puis cette image on peut la détacher, la mettre près de soi, et voir peu à peu son volume, ses couleurs, comme si on l'avait fait passer derrière les verres d'un stéréoscope. C'est pour cela que les femmes un peu difficiles, qu'on ne possède pas tout de suite, dont on ne sait même pas tout de suite qu'on pourra jamais les posséder, sont les seules intéressantes, car les connaître, les approcher, les conquérir,
c'est faire varier de forme, de grandeur, de relief l'image humaine, c'est une leçon de relativisme dans l'appréciation d'une femme, belle à réapercevoir quand elle a repris sa minceur de silhouette dans le décor de la vie. Les femmes qu'on connaît d'abord chez l'entremetteuse n'intéressent pas parce qu'elles restent invariables. D'autre part, Albertine tenait, liée autour d'elle, toutes les impressions d'une série maritime qui m'était particulièrement chère. Il me semble que j'aurais pu, sur les 2 joues de la jeune fille, embrasser toute la plage de Balbec. « Si vraiment vous permettez que je vous embrasse, j'aimerais mieux remettre cela à plus tard et bien choisir mon moment. Seulement, il ne faudrait pas que vous oubliiez alors que vous m'avez permis. Il me faut un bon pour un baiser. Faut-il que je le signe ? Mais si je le prenais tout de suite, en aurais-je un tout de même plus tard ? Vous m'amusez avec vos bons, je vous en referai de temps en temps. Dites-moi encore un mot. Vous savez, à Balbec, quand je ne vous connaissais pas encore, vous aviez souvent un regard dur, rusé. Vous ne pouvez pas me dire à quoi vous pensiez à ces moments-là ? Oh, je n'en ai aucun souvenir. Tenez, pour vous aider, un jour votre amie Gisèle a sauté à pieds joints par-dessus la chaise où était assis un vieux monsieur. Tâchez de vous rappeler ce que vous avez pensé à ce moment-là. Gisèle était celle que nous fréquentions le moins. Elle était de la bande, si vous voulez, mais pas tout à fait. J'ai dû penser qu'elle était bien mal élevée et commune. Ah, c'est tout ? J'aurais bien voulu, avant de l'embrasser, pouvoir la remplir à nouveau du mystère qu'elle avait pour moi sur la plage, avant que je la connusse, retrouver en elle le pays où elle avait vécu auparavant. À sa place du moins, si je ne le connaissais pas, je pouvais insinuer tous les souvenirs de notre vie à Balbec, le bruit du flot déferlant sous ma fenêtre, les cris des enfants. Mais en laissant mon regard glisser sur le beau globe rose de ses joues, dont les surfaces doucement incurvées venaient mourir au pied des premiers plissements de ses beaux cheveux noirs qui couraient en chaînes mouvementées, soulevaient leurs contreforts escarpés et modelaient les ondulations de leurs vallées, je dus me dire « Enfin, n'y ayant pas réussi à Balbec, je vais savoir le goût de la rose inconnue que sont les joues d'Albertine. Et puisque les cercles que nous pouvons faire traverser aux choses et aux êtres pendant le cours de notre existence ne sont pas bien nombreux, peut-être pourrais-je considérer la mienne comme en quelque manière accomplie, quand, ayant fait sortir de son cadre lointain le visage fleuri que j'avais choisi entre tous, je l'aurais amené dans ce plan nouveau, où j'aurais enfin de lui la connaissance par les lèvres. Je me disais cela parce que je croyais qu'il est une connaissance par les lèvres. Je me disais que j'allais connaître le goût de cette rose charnelle parce que je n'avais pas songé que l'homme, créature évidemment moins rudimentaire que l'oursin ou même la baleine, manque cependant encore d'un certain nombre d'organes essentiels et notamment n'en possède aucun qui serve au baiser. À cet organe absent, il supplée par les lèvres, et par là arrive-t-il peut-être à un résultat un peu plus satisfaisant que s'il s'était réduit à caresser la bien-aimée avec une défense de cornes. Mais les lèvres faites pour amener au palais la saveur de ce qui les tente doivent se contenter, sans comprendre leur erreur et sans avouer leur déception, de vaguer à la surface et de se heurter à la clôture de la joue impénétrable et désirée. D'ailleurs, à ce moment-là, au contact même de la chair, les lèvres, même dans l'hypothèse où elles deviendraient plus expertes et mieux douées, ne pourraient sans doute pas goûter davantage la saveur que la nature les empêche actuellement de saisir. Car dans cette zone désolée où elles ne peuvent trouver leur nourriture, elles sont seules, le regard
puis l'odorat les ont abandonnés depuis longtemps. D'abord, au fur et à mesure que ma bouche commença à s'approcher des joues que mes regards lui avaient proposé d'embrasser, ceux-ci, se déplaçant, virent des joues nouvelles. Le cou, aperçu de plus près et comme à la loupe, montra dans ses gros grains une robustesse qui modifia le caractère de la figure. Les dernières applications de la photographie, qui couche au pied d'une cathédrale toutes les maisons qui nous parûmes si souvent de près, presque aussi hautes que les tours, font successivement manœuvrer comme un régiment, par file, en ordre dispersé, en masse serrée, les mêmes monuments, rapprochent l'une contre l'autre les deux colonnes de la Piazzetta, tout à l'heure si distantes, éloignent l'approche Salute et dans un fond pâle et dégradé, réussissent à faire tenir un horizon immense sous l'arche d'un pont, dans l'embrasure d'une fenêtre, entre les feuilles d'un arbre situé au premier plan et d'un ton plus vigoureux, donnent successivement pour cadre à une même église les arcades de toutes les autres. Je ne vois que cela qui puisse, autant que le baiser, faire surgir de ce que nous croyons une chose à aspect défini, les 100 autres choses qu'elle est tout aussi bien, puisque chacune est relative à une perspective non moins légitime. Bref, de même qu'à Balbec, Albertine m'avait souvent paru différente, maintenant, comme si en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne dans nos diverses rencontres avec elle, j'avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l'individualité d'un être et tirer les unes des autres, comme d'un étui, toutes les possibilités qu'il enferme. Dans ce court trajet de mes lèvres vers sa joue, c'est 10 Albertines que je vis. Cette seule jeune fille étant comme une déesse à plusieurs têtes sortant les unes des autres. Celle que j'avais vue en dernier, si je tentais de m'approcher d'elle, faisait place à une autre. Du moins, tant que je ne l'avais pas touchée, cette tête, je la voyais. Un léger parfum venait d'elle jusqu'à moi. Mais hélas, car pour le baiser, nos narines et nos yeux sont aussi mal placés que nos lèvres sont mal faites, tout d'un coup, mes yeux cessèrent de voir. À son tour, mon nez s'écrasant ne perçut plus aucune odeur, et sans connaître pour cela davantage le goût du rose désiré, j'appris, à cet détestable signe, qu'enfin j'étais en train d'embrasser la joue d'Albertine. Était-ce parce que nous jouions la scène inverse de celle de Balbec, que j'étais moi couché et elle levée, capable d'esquiver une attaque brutale et de diriger le plaisir à sa guise, qu'elle me laisse apprendre avec tant de facilité maintenant ce qu'elle avait refusé jadis avec une mine si sévère. Sans doute, de cette mine d'autrefois, l'expression voluptueuse que prenait aujourd'hui son visage à l'approche de mes lèvres ne différait que par une déviation de lignes infinitésimales, mais dans lesquelles peut tenir toute la distance qu'il y a entre le geste d'un homme qui achève un blessé et d'un qui le secourt, entre un portrait sublime ou affreux, sans savoir si j'avais à faire honneur et savoir gré de son changement d'attitude à quelque bienfaiteur involontaire qui, un de ces mois derniers, à Paris ou à Balbec, avait travaillé pour moi, je pensais que la façon dont nous étions placés était la principale cause de ce changement. C'en fut pourtant une autre que me fournit Albertine, exactement celle-ci. « Ah, c'est qu'à ce moment-là, à Balbec, je ne vous connaissais pas. Je pouvais croire que vous aviez de mauvaises intentions. » Cette raison me laissa perplexe. Albertine me la donna sans doute sincèrement. Une femme a tant de peine à reconnaître dans les mouvements de ses membres, dans les sensations éprouvées par son corps,
au cours d'un tête-à-tête avec un camarade, la faute inconnue où elle tremblait qu'un étranger préméditât de la faire tomber. En tout cas, quelles que fussent les modifications survenues depuis quelque temps dans sa vie, et qui eussent peut-être expliqué qu'elle eût accordé aisément à mon désir momentané et purement physique ce qu'à Balbec elle avait avec horreur refusé à mon amour, une bien plus étonnante se produisit en Albertine ce soir-là même, aussitôt que ses caresses eurent amené chez moi la satisfaction dont elle dut bien s'apercevoir, et dont j'avais même craint qu'elle ne lui causât le petit mouvement de répulsion et de pudeur offensée que Gilberte avait eu à un moment semblable derrière le massif de lauriers aux Champs-Élysées. Ce fut tout le contraire. Déjà au moment où je l'avais couchée sur mon lit et où j'avais commencé à la caresser, Albertine avait pris un air que je ne lui connaissais pas de bonne volonté docile, de simplicité presque puérile. Effaçant d'elle toute préoccupation, toute prétention habituelle, le moment qui précède le plaisir, pareil en cela à celui qui suit la mort, avait rendu à ses traits rajeunis comme l'innocence du premier âge. Et sans doute, tout être dont le talent est soudain mis en jeu devient modeste, appliqué et charmant. Surtout si par ce talent il sait nous donner un grand plaisir. Il en est lui-même heureux, veut nous le donner bien complet. Mais dans cette expression nouvelle du visage d'Albertine, il y avait plus que du désintéressement et de la conscience, de la générosité professionnelle, une sorte de dévouement conventionnel et subit. Et c'est plus loin qu'à sa propre enfance, mais à la jeunesse de sa race qu'elle était revenue. Bien différente de moi qui n'avais rien souhaité de plus qu'un apaisement physique, enfin obtenu, Albertine semblait trouver qu'il y eût de sa part quelque grossièreté à croire que ce plaisir matériel alla sans un sentiment moral et termina quelque chose. Elle, si pressée tout à l'heure, maintenant sans doute et parce qu'elle trouvait que les baisers impliquent l'amour et que l'amour l'emporte sur tout autre devoir, disait, quand je lui rappelais son dîner, « Mais ça ne fait rien du tout, voyons, j'ai tout mon temps. » Elle semblait gênée de se lever tout de suite après ce qu'elle venait de faire, gênée par bienséance, comme Françoise quand elle croyait, sans avoir soif, devoir accepter avec une gaieté décente le verre de vin que Jupien lui offrait, n'aurait pas osé partir aussitôt la dernière gorgée bue, quelque devoir impérieux qui l'eût rappelé. Albertine, et c'était peut-être avec une autre que l'on verra plus tard, une des raisons qui m'avait à mon insu la fait désirer, était une des incarnations de la petite paysanne française dont le modèle est en pierre à Saint-André-des-Champs. De Françoise, qui devait pourtant bientôt devenir sa mortelle ennemie, je reconnus en elle la courtoisie envers l'hôte et l'étranger, la décence, le respect de la couche. Françoise, après la mort de ma tante, ne croyait pouvoir parler que sur un ton apitoyé, et dans les mois qui précédèrent le mariage de sa fille, eût trouvé choquant, quand celle-ci se promenait avec son fiancé, qu'elle ne le tint pas par le bras. Albertine, immobilisée auprès de moi, me disait « Vous avez de jolis cheveux, vous avez de beaux yeux, vous êtes gentil. » Comme lui ayant fait remarquer qu'il était tard, j'ajoutai « Vous ne me croyez pas ?» Elle me répondit ce qui était peut-être vrai, mais seulement depuis 2 minutes, et pour quelques heures, « Je vous crois toujours. » Elle me parla de moi, de ma famille, de mon milieu social. Elle me dit « Oh, je sais que vos parents connaissent des gens très bien. Vous êtes amie de Robert Forestier et de Suzanne Delage. » À la première minute, ces noms ne me dirent absolument rien. Mais tout d'un coup, je me rappelai que j'avais en effet joué aux Champs-Élysées avec Robert Forestier que je n'avais jamais revu.
À Suzanne Delage, c'était la petite nièce de madame Blondet, et j'avais dû une fois aller à une leçon de danse et même tenir un petit rôle dans une comédie de salon chez ses parents. Mais la peur d'avoir le fou rire et des saignements de nez m'avait empêché, de sorte que je ne l'avais jamais vue. J'avais tout au plus cru comprendre qu'autrefois l'institutrice à Plumet des Swann avait été chez ses parents. Mais peut-être n'était-ce qu'une sœur de cette institutrice ou une amie. Je protestai à Albertine que Robert Forestier et Suzanne Delage tenaient peu de place dans ma vie. « C'est possible, vos mères sont liées, cela permet de vous situer. Je croise souvent Suzanne Delage avenue de Messine, elle a du chic. » Nos mères ne se connaissaient que dans l'imagination de madame Bontemps, qui, ayant su que j'avais joué jadis avec Robert Forestier, auquel, paraît-il, je récitais des vers, en avait conclu que nous étions unis par des relations de famille. Elle ne laissait jamais, m'a-t-on dit, passer le nom de maman sans dire « Ah oui, c'est le milieu des Delage, des Forestiers, etc. », donnant à mes parents un bon point qu'ils ne méritaient pas. Spontanément, par un devoir de confidence que le rapprochement des corps crée au début du mois, avant qu'il n'engendre la duplicité spéciale et le secret envers le même être, Albertine me raconta sur sa famille et un oncle d'André une histoire dont elle avait à Balbec refusé de me dire un seul mot, mais elle ne pensait pas qu'elle dût paraître avoir encore des secrets à mon égard. Maintenant, sa meilleure amie lui eut raconté quelque chose contre moi, qu'elle se fût fait un devoir de me le rapporter. J'insistai pour qu'elle rentrât, elle finit par partir, mais si confuse pour moi de ma grossièreté, qu'elle riait presque pour m'excuser, comme une maîtresse de maison chez qui on va en veston, qui vous accepte ainsi, mais à qui cela n'est pas indifférent. « Vous riez, lui dis-je. »« Je ne ris pas, je vous souris, » me répondit-elle tendrement. « Quand est-ce que je vous revois ?» ajouta-t-elle comme n'admettant pas ce que nous venions de faire, puisque c'en est d'habitude le couronnement, ne fut pas au moins le prélude d'une amitié grande, d'une amitié préexistante, et que nous devions de découvrir, de confesser, et qui seule pouvait expliquer ce à quoi nous nous étions livrés. « Puisque vous m'y autorisez, dis-je, quand je serai libre, je vous ferai chercher. » Je n'osais lui dire que je voulais tout subordonner à la possibilité de voir madame de Stermaria. « Hélas, ce sera à l'improviste, je ne sais jamais d'avance, lui dis-je. Serait-ce possible que je vous fisse chercher le soir quand je serai libre ? » « Oh, ce sera très possible bientôt, car j'aurai une entrée indépendante de celle de ma tante. Mais en ce moment, c'est impraticable. En tout cas, je viendrai à tout hasard demain ou après-demain dans l'après-midi. Vous ne me recevrez que si vous le pouvez. » Arrivée à la porte, étonnée que je ne l'eusse pas devancée, elle me tendit sa joue, trouvant qu'il n'était nul besoin d'un grossier désir physique pour que maintenant nous nous embrassions. Comme les courtes relations que nous avions eues tout à l'heure ensemble étaient de celles auxquelles conduisent parfois une intimité absolue et un choix du cœur, Albertine avait cru devoir improviser et ajouter momentanément aux baisers que nous avions échangés sur mon lit le sentiment dont ils eussent été le signe, pour un chevalier et sa dame, tels que pouvait les concevoir un jongleur gothique.